Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melchior pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. J'ai choisi un sujet en fait que j'ai eu à présenter il y a, euh, il y a une semaine. Je me suis dit que ce serait un bon sujet pour chacun. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? L'entrepreneur et la corruption. Alors, il se trouve que la raison pour laquelle j'ai parlé de ce sujet, c'est que j'étais intervenant dans une conférence qui s'appelle la Convention Europe-Afrique du Nord. Donc, je suis allé voir en disant, évidemment, il faut qu'on parle de corruption. C'était un cliché suffisant pour que je m'y arrête. Mais j'ai commencé par leur expliquer qu'elle était partout, la corruption, et notamment en Europe. Alors en Europe, c'est probablement plus vrai qu'ailleurs parce que, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et je repensais en parlant avec Damien à cette différence qu'il y a entre la Suède et le Tchad. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde aux États-Unis les diplomates tchadiens par rapport aux diplomates suédois, les diplomates tchadiens, comme ils savent ils sont pas, qu'ils ne sont pas condamnables, eh ben, ils ont un peu cette tendance à garer leur voiture n'importe où, faire des infractions au code. Euh, et donc ça dit finalement les Tchadiens, ils respectent pas beaucoup la loi. Sauf que en fait, en Suède, il y a un truc qui choque beaucoup les Tchadiens, c'est des gens qui pourraient travailler et qui se mettent à- à- dans une situation où ils sont euh, en train d'abuser de la société, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas et qu'ils se mettent au crochet de la société alors qu'ils devraient travailler. Et ça, éthiquement, c'est pas acceptable au Tchad. Donc, on a en fait une, une différence qui est que on a l'air d'accepter des choses en Europe qui nous paraissent tout à fait normales et qui en fait sont de la corruption. Les pays du Sud, eh ben, on trouve des choses qui sont là, qui nous choquent, alors qu'en fait, on fait exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme corruption en France? Je vais vous citer un vieil exemple parce que c'est mieux de parler des vieux exemples. C'est le moment où on a construit la ligne TGV Nord. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette entrée en- de Bruxelles à 1 heure de Paris. Euh, ça change tout. Et du coup, il a fallu faire un chantier qui consiste à alors d'abord, il y a des tas d'exemples de, de- de corruption, mais ça fait pas la une des journaux de la même façon que une corruption dans un pays du Sud. La corruption qu'on voit, c'est une corruption qui est plutôt au niveau le plus bas. C'est-à-dire que dans le cas du TGV Nord, ce qui s'était passé, c'est que des employés des sociétés de terrassement étaient allés offrir des pots de vin, littéralement. C'est-à-dire, ils étaient allés faire à Miami, payer des cafés aux géomètres qui étaient chargés de faire les relevés de terrain pour que quelque part ils fassent comment dire, des petites simplifications, des petites améliorations dans leurs chiffres. C'est-à-dire que finalement les géomètres ils servent à quoi? Ils servent à dire euh, combien de terre il va falloir araser sur une colline et combien de terre il va falloir combler sur un trou pour que la ligne elle aille tout droit. Donc on va combler les creux et enlever les bosses.
Et ça, dire qu'il y a un mètre de plus là et un mètre de moins là, euh, le géomètre, lui, se rend pas compte du problème. L'entreprise de terrassement, quand elle a cette information, elle peut faire une réponse meilleure que les autres tout en gagnant beaucoup d'argent. Et le surcoût en fait de ça, ça avait été estimé à 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, et vous voyez bien que c'est énormément d'argent euh, qui a coûté pas grand-chose aux entreprises de terrassement. Quelques cafés par-ci par-là et des collaborateurs qu'ils ont de toute façon qui ont dû aller faire leur job. Alors pourquoi est-ce qu'il y a de la corruption? L'explication la plus classique, hein, c'est de dire la corruption, elle vient parce que les fonctionnaires sont pas assez payés, donc ils cherchent à se rattraper par ailleurs. Le management de la fonction publique qui est mal fait, et du coup on ne les tient pas assez. Une explication aussi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Eh ben, ça peut être aussi euh, un, un- une, un sentiment d'appartenance à la fonction publique qui est plus ou moins là. Donc là, évidemment, on a tout de suite, on pense au pays du Sud, dans lequel est-ce qu'on est fonctionnaire ou est-ce qu'on est membre d'un clan? Et donc la fidélité, est-ce que c'est une fidélité au clan ou une fidélité à la fonction publique? Ou est-ce qu'on est un représentant du clan dans la fonction publique? Donc ça se comprend assez bien, et puis c'est compliqué à, euh, à éviter. Mais c'est la même chose par exemple dans la Commission européenne, où il n'y a pas une fonction publique de long terme, il n'y a pas des gens qui sont dans cette idée qu'ils sont au service du bien commun, puisque il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance et un sous-traitant, par essence, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une inféodation, une fidélité qu'il va donner, qu'il va proposer à ses, à son organisation. L'autre raison de la corruption, c'est la centralisation de la décision. C'est parce que la décision est centralisée entre quelques mains que on peut investir de l'argent et changer euh, la, la- l'interprétation de la règle. Car finalement, c'est ça. Ce qu'on voudrait, c'est que oui, il y a une règle, mais tu sais bien qu'on ne peut pas appliquer toutes les règles, et sur cette règle, on veut que tu fermes les yeux. Donc on peut voir la corruption comme de l'huile dans les rouages. C'est plus les rouages sont de mauvaise qualité, sont mal entretenus et sont nombreux, et plus il va falloir s'assurer qu'il y a suffisamment de lubrifiant pour que ça tourne. Évidemment, la corruption est mauvaise pour le développement de l'économie. Ça a été noté partout, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Est-ce que c'est le fait d'avoir de la, de la, est-ce que c'est le fait d'avoir de la corruption qui rend le développement économique difficile? Est-ce que c'est le fait d'avoir de la bureaucratie qui ralentit le développement économique et qui produit de la corruption? Donc maintenant, nous, notre sujet, c'est l'entrepreneur. Donc comment est-ce qu'on fait pour dealer dans ce genre de ce cas? Euh, je vous l'ai dit, la corruption est inéluctable, mais je dois vous le dire, c'est un piège. C'est un piège parce que quand vous êtes corrompu, bah, vous devenez vulnérable. En fait, il y a forcément quelqu'un qui a la possibilité de savoir que vous avez euh, essayé de corrompre ou corrompu quelqu'un. Et du coup, à tout moment, on peut utiliser ça contre vous. Donc là, déjà,
une vulnérabilité, un doigt qu'on met dans l'engrenage et un risque important. Après, quand vous êtes corrompu, vous détruisez votre âme. Quelque part, vous détruisez l'image que vous avez de vous-même et en détruisant ça, vous détruisez aussi vous-même. C'est c'est quelque chose qui va euh, euh, être plus que simplement une décision, ça va devenir qui vous êtes. Mais aussi, vous allez corrompre l'âme de votre entreprise. Et je voudrais vous donner un exemple. C'est le dirigeant d'une grosse entreprise de distribution qui est arrivé à la tête de son entreprise et il a commencé à mettre en place une bouilloire. Une bouilloire, c'est quoi? C'est tous les achats qu'on fait en Chine. Eh bien, à chaque fois qu'on achète, il y a une fraction, qui est une commission qui est payée à une structure offshore qui appartient au patron. Et du coup, c'est une façon de faire non seulement une évasion fiscale quand le patron il est propriétaire, mais quand c'est un patron salarié, bah, c'est une façon de se faire une cagnotte qui fait que quand il est parti à la retraite, il était capable de gérer un fonds un fonds d'investissement à lui, comme si c'était normal d'avoir fait plusieurs centaines de millions de profits en tant que patron d'un grand groupe. Euh, mais euh, ça a eu un impact sur l'ensemble de cette organisation, puisqu'en fait, très vite, ça se sait. Et si ça se sait, on se dit, bon, bah, si le chef se le permet, c'est donc que moi, je peux le faire à mon échelle. Et donc le coût est bien au-delà de ce que vous avez réussi à mettre de côté, de ce que vous avez réussi à détourner. Ça devient l'ensemble de l'entreprise qui se met à le faire. Et euh, bon, il y a de nombreux exemples là-dessus. Donc ça fait une raison supplémentaire de ne pas mettre le doigt dedans. Une dernière raison, c'est le fait que c'est utilisé, comme je vous parlais tout à l'heure de la vulnérabilité, c'est utilisé comme arme par beaucoup de gens aux États-Unis. Alors, je vais vous parler du cas de ce cadre d'Alstom, qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous engage à lire. Hein. C'est un, Frédéric Pierucci qui était un cadre de chez Alstom et qui s'est retrouvé 2 ans en prison de haute sécurité fédérale dans le cadre en fait d'une négo que General Electric était en train de faire pour racheter Alstom. Donc, ils ont réussi à le faire. Est-ce que ça a été important ou pas? Ça a certainement compté. Savoir qu'un des leurs était piégé aux États-Unis et que eux-mêmes ne pourraient plus passer aux États-Unis était un problème. Et dans le cas de Frédéric Pierucci, il a été mis en prison alors qu'il ne faisait que transiter par les États-Unis. C'est-à-dire qu'il était en train de faire un aller vers Tahiti ou vers l'Indonésie ou je ne sais où, en s'arrêtant, en faisant escale à Los Angeles. Donc, lors d'une escale, il s'est fait arrêter. Voilà. Et c'était le prétexte était que on prétendait qu'il avait trempé dans une affaire de corruption en Indonésie. Et c'est aux États-Unis qu'on l'arrête. Et c'est aux États-Unis qu'on veut le juger pour ça. Alors que faire? Moi, je vous propose de travailler surtout sur la question de la relation qu'on veut transformer. On est face à quelqu'un qui a une capacité à nous bloquer. Et lui se demande va nous demander l'argent parce qu'il se demande qu'est-ce que nous, on peut faire pour lui. Et je vous propose de réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'il ne soit pas en train lui-même de se corrompre, c'est-à-dire d'utiliser son pouvoir pour essayer de nous imposer quelque chose qui est illégal aussi pour lui. Comment est-ce qu'on peut travailler plutôt dans l'idée de faisons quelque chose qui va améliorer la situation? Alors, c'est-à-dire qu'on va faire un deal, mais un deal à des conditions acceptables. Je vais vous donner une analogie. Comment fait-on pour payer un hacker?
vous êtes une entreprise et euh, un hacker réussit à mettre enfin, à mettre tous vos données sous clé. Hein. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que on va prendre tous les données qu'il y a dans vos bases de données, on va les crypter et on va dire je ne peux te les décrypter que si tu payes une rançon. On pourrait certainement se dire, bon, bah, tant pis, je ne payerai pas, je ne veux pas, ça ne se fait pas, c'est encouragé, etc. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix? Et le prix, ça peut être plusieurs dizaines de millions, et voire même un prix qui peut même être le prix de l'entreprise. Et on a un de nos clients, lui, ben, il s'est dit qu'il fallait être raisonnable. Mais c'est pas possible de payer un hacker. Dans votre compte de résultat, il n'y a pas la ligne hacker. Pour l'État français, il n'y a pas le oui, mais bien sûr, vous pouvez enlever de votre résultat le fait que vous avez dû payer un hacker. Évidemment, hein, c'est inacceptable. C'est-à-dire que l'État français, normalement, devrait dire oui, effectivement, tu n'as pas le droit de payer un hacker, mais moi, je vais te indemniser si jamais tu as été effectivement hacké parce que c'est moi qui n'ai pas fait mon boulot. Mais ne rêvons pas. Donc, comment fait-on pour payer un hacker? On l'appelle et on lui dit, écoute, moi, je ne peux pas te payer, d'abord, c'est un peu cher, et ensuite, je ne peux pas te payer en tant que hacker. En revanche, je constate que tu as un vrai savoir-faire en matière de sécurité informatique. Si tu me fais un rapport qui m'explique tout ce que je dois changer, tout ce que je dois améliorer pour que ma sécurité informatique monte, eh bien, je peux te payer. Et notre client a fait contrôler ce rapport par un white hacker, hein, les gens qui sont supposés aider, et il y avait des tas de choses dedans que le white hacker n'avait pas vues. Hein. C'était vraiment un rapport de très bonne qualité. Donc, pas payé si cher. L'analogie, c'est que vous devez essayer de ne pas enrichir personnellement, de ne pas transgresser pénalement, d'être éthiquement acceptable, d'être explicable dans l'entreprise comme étant voilà pourquoi on l'a fait. Et finalement, ce que vous cherchez à faire, c'est plutôt transformer le fonctionnaire qui cherche à vous bloquer en fonctionnaire qui va être plus efficace, qui va être plus capable d'être fier de son métier. Donc, il cherche à faire son job et nous, on veut l'aider à ce qu'il fasse son job mieux, de manière euh, plus profitable pour chacun. Et éventuellement, ça peut passer par aider le bureau à s'équiper, aider le bureau à se former, trouver une façon d'échanger de la valeur qu'on a, de l'argent qu'on a, contre quelque chose qui est un service légitime de la part de notre interlocuteur. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. En conclusion, la corruption est là. Vous devez accepter le fait, mais le combattre. Et la solution, c'est de proposer des alternatives et d'attaquer le problème à la base. La base, c'est pour nous plutôt la bureaucratie. La bureaucratie, je vous le rappelle, David Graeber en avait très bien parlé. David Graeber, c'est ce génie décédé il y a 3-4 ans, un peu trop jeune puisqu'il avait mon âge actuel. Donc je serais très déçu de décéder au même âge que lui. Euh, il disait, la bureaucratie, c'est pas fonction de la sphère publique, c'est fonction plutôt de la taille de l'organisation. Les grandes organisations génèrent de la bureaucratie, qu'elle soit publique ou privée. Donc la corruption, évidemment, elle naît avec la bureaucratie, où que soit la bureaucratie. Voilà mon histoire. Franck, Oui. qu'est-ce que tu en penses? J'en pense rien de particulier. Ça t'a fait aspirer?
Bah, je n'ai jamais été directement concerné, ni qu'en tant qu'auteur, ni que victime. Tout va bien alors. Jusqu'à présent, comme dit l'autre. Et toi, Damien, qui voyage beaucoup? Alors moi j'ai une anecdote, c'est j'étais à Jakarta. Euh, Jakarta, c'est une ville, il y a énormément de circulation et il y a des sens interdits ou des sens uniques qui varient en fonction des horaires. Et donc je me trouve à prendre une route qui d'habitude fonctionnait bien, mais là j'étais dans le sens unique. Donc évidemment je me fais arrêter par un policier. Et là le mec me demande mon passeport. Et donc on m'avait toujours dit tu donnes jamais ton passeport. C'est le truc, tu ne fais jamais ça, quoi. Et donc, voilà, le mec même passe sa main à travers la fenêtre et commence à essayer de choper mon passeport et tout. Et moi, je l'évite, quoi. Parade riposte. Le mec, je vois qu'il commence à s'énerver. Je dis, oula, ça va pas améliorer ma situation. Donc, à un moment, j'ai dit, bah, je comprends bien la situation. Et donc, j'ai mis mes billets dans le passeport que je lui ai tendu et me l'a rendu immédiatement. J'ai eu deux autres histoires de corruption en fait. Une où je pouvais acheter mon permis de conduire. C'était encore en Indonésie et là j'ai dit je refuse. Donc j'ai été passer mon permis dans une salle où il y avait 400 personnes. Donc c'était le code, hein, le code indonésien. Et j'avais une partition en anglais évidemment, mais qui était super mal traduite. Donc à un moment je m'approche du surveillant, hein, du pion, et je dis là je comprends pas. Il me dit mettez une croix là, ça ira bien. Et le truc, c'est pour débloquer mes bagages à l'arrivée à l'aéroport de Jakarta. Là, on m'explique qu'il fallait que je paye, j'en sais rien, peu importe la valeur, mais disons 10 000 euros. Moi, j'arrive. Ah, non, d'abord, on m'a dit Damien, tu t'inquiètes pas, tu payes, on va te sortir. Moi, j'étais naïf, hein, pur, arrivant d'Europe. Je dis non, non, c'est hors de question, je vais la débloquer moi-même. Donc, j'y vais. Je parlais pas indonésien, j'avais juste un morceau de papier et un crayon. Et donc, j'essaie de négocier. Mais le problème, c'est qu'il y avait 5 bureaux à négocier. Donc à chaque fois, je me faisais étrier. Et à un moment, la façon dont je me suis sorti, j'ai dit à un des mecs, écoutez, moi je suis prêt à payer, je vous donne cet homme-là, vous débrouillez entre les 5 services. Et j'ai finalement fini par débloquer le truc. Euh, ma réflexion, en fait, et donc là je reviens sur le plan entrepreneur, c'est est-ce qu'il faut budgéter la corruption? Si on est sur des marchés où c'est connu que on doit payer, euh, c'est ce que tu disais dans le compte de résultat, indirectement, c'est euh, comment on budgète euh, et, et après, effectivement, comment on reflète. Et l'autre question que je me pose indirectement, c'est à partir du moment où on triche sur la façon dont se refléter dans le compte d'exploitation, est-ce que la corruption nous a pas déjà gagné? C'est pas un sujet simple, hein, on est d'accord, hein. Non. Et puis, il y a je pense que, par exemple, en Indonésie, c'est un bon exemple. L'Indonésie, je dis pas que ça a été un pays clean, mais c'est un pays qui a été corrompu par les boîtes pétrolières, euh, évidemment, mais qui est vraiment corrompu, quoi. Et donc, quand on n'est pas habitué, comme moi, enfin, j'étais pas, je connaissais pas, un peu pur quand même, et un peu naïf, on se dit non, 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 moi jamais. Mais en fait, à un moment, le système fonctionne comme ça, donc on peut pas. Mm. Concrètement, j'aurais pas eu mon permis. Enfin, si, j'aurais dû payer, mais euh, c'est compliqué de. Je trouve que l'argument, il tourne autour de la corruption, la compromission et la responsabilité, en fait. Comment on fait? Voilà. On n'est pas tous. Tous les pays, bien qu'il y ait beaucoup. Je pense qu'il y a aussi de la corruption en Scandinavie. Bah oui. euh, les pratiques officielles, le déclaratif, on va dire, scandinave n'est pas le même que le déclaratif, évidemment, indonésien ou kazakh, quoi. Mhm. Ce qui est intéressant, par exemple, en parlant du Kazakhstan, c'est un pays où on va dire la levée de l'impôt est un truc qui est nouveau, quoi. Donc, Mhm. ils sont en train de le mettre en place et la façon dont ils le mettent en place, c'est ils ont demandé à tous les fonctionnaires de faire une déclaration de patrimoine à un Ouais. moment T. Là, c'est sûr que ça grince parce que
Hum, les fonctionnaires s'enrichissent d'une année sur l'autre bien plus que leur salaire. hum, Et donc là, on va mettre, évidemment, ça va légitimer un impôt sur les revenus. Et donc tout le système, euh, on- je sens bien le système se grippe, mais il n'y a pas d'autre façon, à mon avis, que de passer par cet état de friction extrême pour pouvoir avoir un système fluide et un État qui fonctionne normalement, en tout cas de façon plus moderne. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs privés au Kazakhstan disent la corruption de l'État, donc des fonctionnaires, pèse sur l'économie. Sachant qu'aujourd'hui, c'est une économie qui est beaucoup basée sur l'exploitation des ressources naturelles, et donc hum. les oligarques, et donc le pétrole, l'uranium et l'or, pour faire simple. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas de réponse simple, hein. On est en zone grise, hein. Euh, Hum. on est en zone grise. Je suis dans le sud de l'Italie, donc ça m'intéresse. Je regarde, par exemple, ici, j'ai un pote, donc je reste chez un pote. Il me dit, je lui dis, ouais, c'est sympa ici, je regarde quand même un peu l'immobilier. Il me dit, Damien, c'est sympa parce que tu es chez moi. Le jour où tu es propriétaire, tu ne peux rien faire sans payer cash. Donc en Hum, italien, ça se dit fuori busta, donc ça se dit en dehors de l'enveloppe. Euh, hum, et le problème, quand tu fais derrière l'enveloppe, tu as des problèmes de valorisation derrière ton bien immobilier, tu as des problèmes de cession parce que tu n'enregistres pas auprès de la mairie. Donc voilà, quoi. La pharmacienne, ça fait 40 ans qu'on a le même maire et qui fait du clientélisme, et ça fait 40. Du coup, le village avance pas, quoi. Donc c'est Bah, intéressant. et ça avance. Je veux dire, les gens, d'une année sur l'autre, ça vit, etc., hein. Ça avance différemment. Ouais, ce que tu dis là, c'est une question de prisme ou de filtre sur les lunettes, quoi. Non, mais tu pourrais te poser la question de est-ce que Paris, ça avance alors qu'on est supposé avoir peu de corruption, mais pour autant, il y a des marchés qui sont attribués à des potes, il y a des trucs qui mettent du temps à se faire et puis qui tout d'un coup se débouclent, il y a, quoi, je veux dire, finalement, tout est corruption. La vitesse à laquelle tu délivres un permis, comment tu veux mesurer le fait qu'il a été plus vite sur ce truc et moins vite sur celui-là? Ouais, Et et la corruption, elle peut être très indirecte. C'est, tu comprends, je passe par un mec, il connaît vachement bien le responsable du bureau. D'ailleurs, ils partent en vacances régulièrement ensemble. Ah, bien sûr. Et quand ils sont en vacances, c'est non, non, c'est moi qui t'invite. Peut-être. Ok, la corruption vient à partir du moment où il y a quelqu'un qui a un pouvoir de décider sur ton projet. dans ma tête me viennent deux autres exemples qui me font marrer. Le premier, c'est ce que tu payes pour les mariages à l'église, au temple et à la synagogue, parce que c'est pas la même chose. Donc ça, c'est Mhm. assez drôle. Euh, et puis, le système français, mais comment tu as accès aux grands professeurs d'université quand tu as besoin d'être opéré? Voilà. Mhm. Moi, j'ai du bol. Ma santé, j'ai une assurance santé, quoi. Mhm. Ça coûte. Il n'y a pas forcément de transaction, mais. Oui, Comment tu as eu ce rendez-vous? ouais, Ah, c'est une longue histoire. ouais, Longue histoire. ouais. Non, c'est ça. Voilà.